Vous connaissez les premières lignes du roman par cœur? La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Si les années 1558-1559 sont les plus belles que Madame de La Fayette ait connues, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'écroule. Le roman, il est empreint d'une certaine nostalgie. Elle regrette quelque chose, Madame de La Fayette. Elle regrette une époque bénie, un moment de grâce, le moment où un monde va basculer. Et avec ce monde qui bascule, il y a une morale aussi qui va s'enfuir. Voilà ce que pense Madame de La Fayette. C'était l'époque où tout était encore beau et possible. Alors qu'est-ce qui était encore très beau? Eh bien, c'était l'amour fou de la princesse de Clèves. Elle était heureuse d'être amoureuse. Qu'est-ce qui était encore là? C'était le faste, la beauté esthétique, l'élégance d'une cour. Qu'est-ce qui était encore là? C'était la paix politique et religieuse. Et voilà, il y a quelque chose qui va disparaître. Je vais essayer de vous le restituer. Alors, celui qui disparaît pendant le roman, avant la 4e partie, eh bien, c'est notre roi. Il a une fin peu glorieuse, vous en conviendrez, hein, puisqu'il meurt à la fleur de l'âge, de manière assez ridicule, puisqu'il, tout aussi vaillant qu'il soit à cheval, il prend un éclat de lance dans l'œil qui s'infecte, il en meurt. Ce n'est pas une fin héroïque du tout. Donc c'est comme un signe précurseur avant que tout bascule. Et puis en fait, ce Henri II, on peut le considérer comme le dernier roi de cette dynastie des Valois, puisque après Henri II, il y a 3 ans de règne, il y a ces 2 fils qui vont se succéder, qui seront incapables parce qu'ils sont trop jeunes, parce que le royaume est dans un état qui les dépasse en fait, qui seront incapables de régner. Cette dynastie s'éteint et peut-être que Madame de La Fayette considère que cette période incroyable de la Renaissance qui a instauré l'élégance, eh bien c'est une grande perte pour l'aristocratie. Le personnage dont vous aimeriez bien avoir des nouvelles, c'était cette Catherine de Médicis, la femme du roi, qui attendait avec impatience que sa rivale meure. Eh bien en fait, elle ne se consolera jamais. Elle sombre dans une sorte de dépression après la mort de son mari. C'est bien pour ça d'ailleurs, c'est dit dans le roman encore, qu'elle confie aux Guises le pouvoir et elle va essayer toute sa vie, tout le reste de sa vie, d'effacer les traces de Diane. Elle sera obsédée, comment faire pour effacer, vous savez, ces lettres entrelacées sur le fronton des monuments, comment faire pour effacer l'amour que son défunt mari a eu pour une autre femme. Donc, vous voyez, au niveau amoureux aussi, au niveau intime, c'est comme si la catastrophe se généralisait. Et alors ces Guises qui étaient très présents, ils vont polariser, c'est-à-dire ils vont dresser les gens les uns contre les autres. Les catholiques, très catholiques, extrémistes, vont fonder la Sainte Ligue et puis ils vont essayer de chasser, ils vont le faire en partie les protestants. C'est dit dès le début du livre aussi, un peu pour nous dire que après cette année-là, les guerres de religion s'enclenchent. Alors c'est dit de manière euphémistique, donc peut-être qu'on ne comprend pas bien. Je vous lis la phrase. Tout au début, le roi de Navarre, lui les protestants, attirait le respect de tout le monde par la grandeur de son rang et par celle qui paraissait en sa personne. Il excellait dans la guerre et le duc de Guise lui donnait une émulation. Le duc de Guise donnait une émulation au roi de Navarre. Le duc de Guise catholique faisait envie au roi de Navarre. Ça veut dire que le duc de Guise est en train de prendre ses quartiers, de prendre de l'influence à la cour, ce que n'arrive pas à faire le roi de Navarre. Vous voyez, c'est dit comme ça entre les lignes. Si on ne connaît pas le contexte, on ne peut pas comprendre que ce sont les derniers moments avant des guerres de religion sanglantes, une régression finalement, puisque quand on a réussi à établir la paix après des siècles de conflits internes et externes, retomber dans cette violence et cette barbarie au sein d'un royaume, c'est absolument terrible. Donc vous voyez, il y a la morale qui va se perdre, on rentre dans une intolérance religieuse. La fin d'un monde en paix est bien en germe.
déjà dans le roman. Alors vous vous souvenez de Marie Stuart? C'est la confidente, ou alors en tout cas c'est la jeune femme que fréquente le plus notre princesse de Clèves. Elle s'appelle la reine Dauphine dans le roman. La reine Dauphine, on l'a vue heureuse, hein, on est bien d'accord qu'elle est heureuse, elle est très convoitée, elle est légère, elle se plaît beaucoup à la cour de France. L'élégance lui va comme un gant. Et en fait, elle va, après la mort de son mari François II, vous vous souvenez qu'il était très maladif, donc il meurt assez vite, et tout de suite après la fin de ce roman, eh bien, elle est appelée en Écosse, hein, puisque son père meurt, et qu'elle a à lutter contre ce qui s'est passé en son absence, c'est-à-dire beaucoup de prétendants au trône d'Écosse et d'Angleterre. Et alors c'est sa demi-sœur, Élisabeth Ier, qui est sur le trône d'Angleterre. Et bien notre Marie Stuart, notre reine Dauphine, va faire 2 mariages très maladroits, donc elle ne va pas trouver l'amour du tout non plus. Elle va être en concurrence avec sa sœur finalement, qui est toute puissante, va se sentir menacée par cette petite sœur, un peu effrontée. Marie Stuart va être emprisonnée pendant plus de 10 ans, vous imaginez, 10 ans de détention. Et puis comme Élisabeth Ier en a assez de cette pression et de tous ces complots qui tournent autour de sa demi-sœur, eh bien elle va la faire décapiter. D'accord? Donc, vous voyez, c'est après ce moment d'élégance et de raffinement, vous voyez, on retombe dans la barbarie. Élisabeth Ier, il en est un tout petit peu question, en fait, puisque au début du roman, la première fois qu'on parle de Nemours, il n'est pas à la cour, et le roi aimerait bien que Nemours épouse la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre a entendu parler de Nemours, et elle est toute intéressée, elle aimerait bien le rencontrer, voire peut-être même, pourquoi pas, l'épouser. Et c'était Élisabeth Ier, c'est à nouveau un échec, on pourrait dire, de l'amour qui se dessine déjà dans ce roman, puisque elle n'épousera jamais personne, on ne lui connaît pas d'amour, et on voit finalement que cette absence d'amour, après la passion fulgurante de nos héros du roman, eh bien s'éteint aussi. Autre fin sordide, un peu comme Marie Stuart, mais qui n'est pas réelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, Élisabeth de France était la fille aînée, vous vous souvenez, lors de tractations complexes, elle a été envoyée en Espagne. C'est la fin du livre, quand les préparatifs du mariage durent des mois et des mois. Elle doit épouser le roi d'Espagne. Et la réalité, c'est qu'elle mourra quelques années plus tard en couche, c'est-à-dire en accouchant d'un enfant. Mais en fait, il y a eu une légende noire, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on a inventé, il y a des romanciers, il y a ensuite toute une tradition littéraire qui va reprendre cette histoire d'Élisabeth de France, avec son mari Philippe et avec le fils Don Carlos. Et on va inventer une histoire disant que en fait Élisabeth de France serait morte suite à son amour malheureux pour le fils Don Carlos dans un crime passionnel. Donc c'est pas vrai, hein, mais en tout cas on ne distingue plus trop la réalité et cette légende noire, cette mauvaise réputation qu'on a fait à Philippe II. Donc les lecteurs de l'époque, en tout cas, et puis même certains lecteurs d'aujourd'hui, je crois, parce que comme Don Carlos, l'opéra de Verdi est assez célèbre, ou bien l'œuvre de Sheila, eh bien on pense que Élisabeth de France a été assassinée. C'est pas vrai, hein, mais c'est juste pour vous dire que c'est une ambiance lugubre et que tous nos personnages qui étaient si élégants et si plaisants vont mal finir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de plus triste, ce qu'il y a de plus triste, eh bien, c'est que Nemours, il va oublier la princesse de Clèves. C'est dit à la fin, ça ne nous échappe pas. Nemours, il va se consoler, il va épouser une autre femme et même il va ne rien prendre très au sérieux. Donc, ça veut dire qu'elle avait raison, la princesse de Clèves, à mon avis. C'était un être sans morale, sans scrupules. Ça se vérifie ensuite et ça c'est quand même le plus triste, non? Voilà, donc la morale décline après cette année 1558, instabilité politique, les rois ont des règnes qui sont très courts, intolérance religieuse avec tout ce qui est nié dans l'identité des sujets, une angoisse existentielle aussi très forte, des morts barbares avec
des assassinats. Après La Princesse de Clèves, on plonge dans un monde où l'amour n'a plus de place. Qui était le dernier amour? C'était Monsieur de Nemours.